Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 26 janvier. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Il va prendre part au 30e sommet de l'Union africaine, dont les travaux portent entre autres sur le réajustement des institutions et l'autofinancement de l'Union africaine. En Suisse, en marge du Forum économique mondial de Davos, où il était avant Paris, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu plusieurs hommes d'affaires et anciens hommes politiques, dont l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Ils sont tous intéressés par le marché ivoirien. Jacquesville, ici en Côte d'Ivoire, va abriter un centre régional de lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a échangé sur le sujet avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et une équipe d'experts. Un plan commun de lutte est envisagé. Enfin, en RD Congo, le président Joseph Kabila rompt le silence après 5 ans. Il s'est exprimé face à la presse. C'est sa première déclaration depuis 5 années et sa réélection contestée. Il est revenu sur la situation au Kasaï qui a retrouvé, selon lui, son accalmie à 90%. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par Addis Abeba, en Éthiopie, où le président Alassane Ouattara est arrivé ce vendredi pour prendre part au 30e sommet de l'Union africaine. Les travaux portent entre autres sur la rationalisation du champ d'action de l'UA, le réajustement des institutions et l'autofinancement de l'Union africaine. À ce sommet, le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'UA, passera la main à son homologue rwandais Paul Kagame. Mama Traoré à Ouattouri. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient les 28 et 29 janvier à Addis Abeba. Le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à l'aéroport international de Bolé aux environs de 18h30 heure locale, 15h30 GMT, pour prendre part à ce 30e sommet consacré à la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. C'est un sommet important par l'ordre du jour, mais également par le fait que c'est un concitoyen de l'Afrique de l'Ouest qui a présidé le sommet pendant une année et qui termine son mandat, le président Alpha Condé de Guinée. Et le relais sera pris par le président Kagame, qui est également un ami de la Côte d'Ivoire. Le thème du sommet concerne l'amélioration de la bonne gouvernance pour vaincre la corruption. Évidemment, je dois dire que nous sommes tout à fait à l'aise en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place la Cour des comptes. C'est quand même un élément important de surveillance des comptes publics. Nous avons considéré qu'il fallait en même temps mettre en place la haute autorité pour la bonne gouvernance dont le nouveau président a prêté serment. Et c'est dire que, en tout cas, la Côte d'Ivoire fait tout ce qu'il faut pour améliorer la gouvernance. Et le dernier Conseil des ministres a pris des mesures importantes par rapport à la gestion des deniers publics. Et bien sûr, toutes les dispositions sont prévues, y compris les sanctions. Bon, ce sommet, bien sûr, parlera également du financement de l'Union africaine. Et bien sûr, au plan international, vous connaissez la place de la Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, représentant donc le continent africain, avec la Guinée équatoriale et l'Éthiopie. Et par conséquent, nous faisons partie des 15. Nous allons pouvoir donner notre point de vue, le point de vue de l'Afrique à ces réunions importantes. Et la Côte d'Ivoire vient d'être honorée également avec la désignation d'un de nos concitoyens comme président de la commission de la CEDEAO. En marge de cette rencontre de haut niveau, le président de la République va participer à la 27e session des chefs d'État et de gouvernement du Forum du mécanisme d'évaluation par les pairs, MAEP, et au sommet extraordinaire de la CEDEAO ce samedi 27 janvier au siège de l'Union africaine.
Et notez ce thème retenu par l'Union africaine pour le 30e sommet, gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. La jeunesse, la crise migratoire, le défi démographique, le financement de l'institution seront donc au cœur des débats. Par ailleurs, ce 30e sommet de l'UA marquera le baptême du feu des nouveaux présidents du Libéria, du Zimbabwe et de l'Angola au sein de l'enceinte africaine. Ces nouveaux chefs d'État dévoileront leurs intentions en termes de politique étrangère et leur engagement dans la réforme de l'organisation panafricaine. Le premier groupe cimentier mondial, Lafarge Holcim, veut déployer ses activités en Côte d'Ivoire. Le numéro 1 mondial du ciment va donc renforcer ses capacités de production. Une délégation de ce groupe a été reçue aujourd'hui même par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et bien sûr, l'investissement du cimentier suisse en Côte d'Ivoire a été évoqué. C'est ce que nous expliquent Mama Traoré et Viviane Aimé. C'est Emmanuel Rigaud, directeur général Afrique de l'Ouest de Lafarge Holcim Maroc-Afrique, qui a conduit la délégation venue échanger avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Son groupe, Lafarge Holcim, premier cimentier mondial, est présent en Côte d'Ivoire depuis 65 ans. Une présence que le cimentier compte renforcer avec des projets innovants comme la construction de routes en béton. Grâce à l'esprit d'innovation des équipes en local, nous avons pu identifier de nouvelles opportunités, par exemple que le chantier des routes en béton. Et d'ailleurs, Xavier, j'aimerais que tu puisses dire un mot. Oui, nous étudions l'efficacité des solutions, l'efficacité comparée des routes en béton par rapport aux routes en bitume. Et nous trouvons que non seulement les routes en béton amènent une durabilité des ouvrages beaucoup plus importante, et que dans les cas que nous étudions, ça peut être aussi des solutions plus économiques. Pour l'instant, ce n'est pas une solution qui est mise en œuvre en Côte d'Ivoire, mais c'est une solution que nous souhaitons promouvoir dans le futur. La délégation de Lafarge Holcim a également annoncé au vice-président de la République la mise en service prochaine de sa nouvelle unité industrielle. Usine qui va porter à 2 500 000 tonnes de ciment par an, la capacité de production du groupe, actuellement estimée à 1 500 000 tonnes. De l'autre côté du globe, en Suisse, en marge du Forum économique mondial de Davos, où il était avant Paris, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a reçu plusieurs hommes d'affaires et anciens hommes politiques. Parmi ces personnalités intéressées par les opportunités qu'offre le marché ivoirien, figure l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Le reportage de notre envoyé spécial, Adama Koni. Davos. Moins 2 degrés. La neige domine le décor du paysage de la ville. Il fait froid, mais le soleil brille pour les affaires. En témoignent ces chaleureuses retrouvailles entre l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote et le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. L'opérateur économique s'intéresse au marché ivoirien de l'agrobusiness. Déjà, comme vous savez, Dangote Cement a une usine d'une capacité de 3 millions de tonnes par an, mais maintenant, c'est étendre les investissements dans d'autres domaines, agribusiness en particulier, au regard des bonnes politiques qui sont déjà mises en place par le président Ouattara. Et donc, les deux sujets sur lesquels ils ont discuté, c'était la transformation de la noix de cajou et la transformation du cacao. L'investissement sera pour améliorer la vie des gens et les aider à les accompagner dans la première transformation. Les démarches sont avancées et même un calendrier est défini. M. Dangote viendra dans la deuxième quinzaine de février pour visiter officiellement le Premier ministre et le président Ouattara pour leur faire part officiellement de son intention d'investir. En sa résidence de l'hôtel Victoria, la température est montée d'un cran lorsque le Premier ministre reçoit le premier responsable de l'Institut Tony Blair. L'ancien Premier ministre du Royaume-Uni parle désormais affaires avec la Côte d'Ivoire. Nous aidons les gouvernements avec les priorités, mais c'est pour le gouvernement à établir les priorités. Et nous avons discuté le développement de Côte d'Ivoire et j'ai remarqué sur le progrès extraordinaire du pays pendant les dernières années. Et j'ai discuté comment mon institut peut avoir un partenariat avec le gouvernement pour les aider dans tout ce qu'ils veulent faire. Il est séduit par les signaux que la Côte d'Ivoire envoie au monde politique et économique.
Côte d'Ivoire, c'est un pays très fort maintenant, un pays avec un leadership qui est très respecté partout le monde. Après les salles de conférence et de panel, une journée bien remplie pour le Premier ministre qui note d'ailleurs l'intérêt que porte le milieu économique à la Côte d'Ivoire. Les politiques économiques qui sont menées donc, sous le leadership du président Alassane Ouattara inspirent confiance donc, au secteur privé, inspirent confiance à la communauté internationale, inspirent confiance à tous ceux qui veulent investir. Notre rôle donc, est d'être en contact donc, avec eux, de les assurer que toutes les conditions donc, seront réunies pour leur permettre d'investir dans notre pays. Et le but ultime est de créer donc, des emplois. Il peut alors conclure sur la qualité de la moisson. Elle est très bonne. C'est donc avec satisfaction et l'espoir de réaliser tous ces projets économiques et sociaux que la délégation ivoirienne est partie de la ville de Davos. Et ici en Côte d'Ivoire, Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, va abriter un centre régional de lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a donc échangé sur le sujet avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et une équipe d'experts. Un plan commun de lutte contre le terrorisme dans la sous-région est envisagé, comme nous le disent Olivier Iriebi et Gabriel Zani. C'est à Jacquesville que l'école sous-régionale antiterroriste sera basée. Le projet qui entre dans sa phase d'exécution est piloté par une équipe d'experts des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. Cette école, qui a une vocation internationale, va former des unités spéciales en intelligence et en intervention de combat et de lutte contre le terrorisme, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Il y a un besoin sur l'ensemble de la région de formation à la lutte antiterrorisme. Besoin qui concerne le ministère de la Défense, qui concerne les ministères de l'Intérieur, qui concerne aussi les ministères de la Justice. C'est un besoin régional. Je suis immensément fier que ce soit un projet ivoiro-français et que ce soit la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour ce centre. Selon le ministre Ahmed Bakayoko, cette école va permettre une meilleure sécurisation des populations contre les actes de terrorisme. Ce centre permettra à nos pays, à nos États, d'avoir une expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en donnant la capacité d'anticiper, d'avoir des personnels formés en matière d'abord d'identification des réseaux terroristes, des organisations terroristes, de leur mode de fonctionnement, de leur mode opératoire, de leur mode de financement. Ensuite, on devrait aussi avoir la capacité de former des unités qui puissent avoir une réaction rapide en cas d'attentat. Et c'est un besoin pour tous nos États. C'est un centre qui va être ouvert à toute l'Afrique, pas seulement francophone, mais également anglophone ou lusophone. En septembre, c'est l'ouverture de l'école des cadres. Et ensuite, il va y avoir un développement pour qu'au premier trimestre 2019, nous ayons l'école dans toute sa dimension. L'école de lutte antiterroriste dont la création a été décidée par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur rencontre au dernier sommet Union africaine, Union européenne, est la preuve de leur engagement à assurer la sécurité des populations et des biens à l'échelle régionale. La Sotra et le groupe français Iveco signent un accord commercial de 500 autobus. Le groupe français va offrir donc à l'État ivoirien, à travers la société de transport abidjanais, de nouveaux types d'autobus. Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, était témoin de cette signature d'accord en France. L'arrivée de ces bus va faciliter le transport des Abidjanais, nous dit Jean-Jacques Kwame. Après la livraison de 500 autobus neufs à la Sotra en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Cette promesse du chef de l'État, dans son message à la nation, se concrétise. À Paris, un accord commercial a été signé ce 22 janvier entre la Sotra, Société des transports abidjanais, et le groupe Iveco. L'accord porte sur 500 autobus neufs. La particularité est que ces autobus sont moins polluants pour l'environnement et roulant avec du gaz. Une façon pour la Côte d'Ivoire
de s'inscrire dans la politique du respect des engagements de l'accord de Paris. Une solution concrète avec des véhicules plus silencieux, des véhicules moins polluants, qui n'émettront pas de particules. Et ça, c'est un choix stratégique et un choix emblématique parce que Abidjan se positionne comme un leader au niveau de l'ensemble du continent africain. Le ministre des Transports, Amadou Koné, présent à cette signature de convention, s'est réjoui de cette initiative qui viendra améliorer les conditions de transport des populations abidjanaises. Amadou Koné soutient qu'en plus de la livraison des autobus, le groupe français va monter à Abidjan une unité de montage des minibus. Ce marché existe, les études de marché qui ont été faites démontrent que c'est sur ce segment qu'il faille aller. Et il y a un volet industrialisation qui est pris en compte. Et puis, Iveco va nous accompagner à avoir les installations nécessaires pour équiper les bus de système de motorisation à gaz. Les 500 autobus seront livrés avant la fin de l'année 2018. Ce lot sera composé de bus standards et des articulés propres au climat et aux infrastructures routières ivoiriennes. Voilà, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, surtout ceux exerçant dans la zone industrielle de Yopougon, bientôt ce sera la fin des travaux de réhabilitation. Plus de 90% du taux de réalisation des travaux. L'annonce a été faite, vous allez le voir, par le ministre de l'Industrie et des Mines à l'issue de sa visite effectuée dans cette zone considérée comme le poumon industriel du pays. Francis Boifo. Les opérateurs économiques et leurs partenaires, les ouvriers, les commerçants et les visiteurs de la zone industrielle de Yopougon se souviennent encore de ces images. Illustration d'une zone industrielle fortement dégradée en 2014. Voici le nouveau visage de cette zone industrielle qui s'étend sur 460 hectares, 2 ans après le lancement des travaux de réhabilitation. Plus de 90% des travaux réalisés au bénéfice de plus de 400 entreprises installées et plus de 50 000 employés. C'est le ministre de l'Industrie et des Mines qui l'annonce après une visite de terrain. Pour être compétitif, il faut pouvoir avoir accès à du foncier industriel bien équipé avec l'eau, l'électricité, les voiries, les télécommunications. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Plusieurs entreprises ont travaillé sur ce projet et aujourd'hui, vraiment, nous sommes très heureux. 24 milliards de francs CFA décaissés pour réhabiliter la zone industrielle de Yopougon. Preuve que le gouvernement est à l'écoute des opérateurs économiques, selon le ministre de l'Industrie et des Mines. Jean-Claude Brou encourage les industriels à s'installer désormais à Akupé-Zeuyi sur l'autoroute du Nord au PK24. C'est une zone qui fait à peu près 900 hectares. Et donc la première tranche qui a couvert à peu près 62 hectares est pratiquement terminée. Tout a été fait, pratiquement voirie, assainissement, accordement à l'eau, l'électricité. La zone a été divisée. Les entreprises alimentaires ne sont pas proches des entreprises polluantes. Et nous avons également innové. Pour la première fois, nous avons une station de traitement des eaux usées. 65 entreprises déjà installées. Le ministre invite les opérateurs économiques à respecter la réglementation concernant les zones industrielles. Et la Côte d'Ivoire est une destination privilégiée pour les investisseurs, surtout étrangers. Des hommes d'affaires turcs sont en mission de prospection économique ici à Abidjan. Ces investisseurs sont à la conquête du marché ivoirien. On en sait plus avec notre reporter Lancine Bakayoko. Bâtiments et travaux publics, énergie, électronique, électroménager, agroalimentaire et cosmétique sont les principaux domaines dans lesquels les 30 opérateurs économiques turcs sont à la recherche de nouvelles opportunités d'affaires. La multiplication des échanges entre Abidjan et Istanbul, les deux capitales économiques, s'inscrit en droite ligne des efforts de coopération au sommet, initiés et entretenus par les présidents Alassane Ouattara et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. En sont des preuves concrètes et significatives. Lors de leur rencontre, nos deux présidents se sont donnés pour objectif d'atteindre en 2020 le montant d'1 milliard de dollars pour ce qui concerne le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'ambition de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est de maintenir un dialogue actif avec les puissants milieux d'affaires étrangers, un dialogue basé sur la confiance et les intérêts mutuels,
L'objectif étant de bâtir une économie ivoirienne forte, compétitive et diversifiée. Les performances économiques notables et soutenues sont autant d'éléments qui ont contribué à redonner à notre pays son attractivité et sa position de pays phare de l'économie sous-régionale d'Afrique de l'Ouest. À ce jour, les exportations turques vers Abidjan représentent 29%, contre 13% en sens inverse. On parle maintenant de l'atteinte des objectifs 2018 de la Direction générale des impôts, objectifs fixés à plus de 2263 milliards de francs CFA. Ces objectifs ont été fixés par le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. C'était lors d'une rencontre tenue dernièrement à Yamoussoukro par les agents de la Direction générale des impôts. Le reportage de Léon Bro. 2263,4 milliards de francs CFA, le volume des recettes à mobiliser par la DGI, la Direction générale des impôts, cette année 2018. Mais comment y arriver? Une progression de 304 milliards, qui correspond en pourcentage à 15,5% d'augmentation par rapport à 2017. Cela nécessite que les cadres de la Direction générale des impôts puissent se retrouver, réfléchir, mûrir des stratégies qu'ils mettront en œuvre. Première de ces stratégies, des alternatives au programme d'enlèvement du pétrole et à la volatilité du cours du dollar, puis à l'optimisation fiscale dans certains secteurs comme la télécommunication, des situations non maîtrisées en 2017 qui expliquent la contre-performance de la DGI. 30,9 milliards de francs CFA de manque à gagner par rapport à l'objectif de 1994,3 milliards la même année. Pour le secrétaire d'État Moussa Sanogo, il faut réformer le système d'information de la DGI et éditer la cartographie des acteurs économiques. Objectif, suivi fiscal efficace et efficient pour la réalisation des contrats d'objectifs. Je vous engage à viser le dépassement des objectifs de recettes qui sont assignés à la Direction générale des impôts de façon globale. Pour cela, il est capital d'œuvrer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Les impôts et taxes devront avoir un rendement beaucoup plus important, étant entendu que le potentiel estimé est extrêmement élevé. L'objectif 2018 de la Direction générale des impôts est en hausse de 304 milliards de francs CFA, soit une progression de 15,5% par rapport à 2017. Et on va parler d'autres défis à relever avec cette rencontre tenue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tenue mercredi dernier avec les présidents des conseils régionaux. Réunion donc qui s'est tenue au district d'Abidjan. Au centre de ces échanges, le bon fonctionnement des centres de secours d'urgence. Le reportage de Ahmed Traoré est commenté pour vous par Michel Digri. La prise en charge des accidentés de la route et autres sinistres tels que les incendies constitue une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Les 2 premières semaines de l'année 2018, 1458 accidents de la route ont été enregistrés, faisant 2881 victimes, dont 81 décès. Ajoutez à cela 7 marchés incendiés l'année dernière. Cette rencontre entre le ministère de l'Intérieur et les présidents des conseils régionaux vise à réactiver le déploiement des centres de secours d'urgence pour une meilleure efficacité des prises en charge en cas de sinistre. Il s'agit de faire face à la récurrence des sinistres et catastrophes de toute nature aux conséquences préjudiciables. Cette séance de travail s'inscrit également dans le cadre de la réforme globale de l'Office national de protection civile tel qu'initié par le gouvernement. La finalité n'est autre que de rapprocher les secours des populations afin d'apporter les réponses opérationnelles idoines aux sollicitations de celles-ci. Nous avons beaucoup d'expériences à partager et beaucoup de potentialités à faire circuler. Nous comptons sur les uns et les autres pour l'application de cette volonté du ministre de nous voir en coopération renforcée. Le directeur général de l'Office national de protection civile, le général Kili Fiacre, a expliqué qu'à ce jour, 8 centres de secours d'urgence ont été créés, 10 sont en cours de réalisation et 9 sont en attente d'être construits sur l'ensemble du territoire national.
On s'intéresse à votre santé dans ce 20. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, deux maladies infectieuses, a été lancée à Toulepleu, région du Cavali, par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi. Cette campagne est gratuite et se déroule sur tout le territoire national. Plus de 13 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sont concernés par cette campagne qui, je rappelle, se déroule du 26 janvier au 4 février prochain. Des consultations et plaidoiries gratuites ont eu lieu à la semaine de l'avocat, occasion donc pour les experts du droit de se rapprocher des justiciables. Outre ces consultations gratuites, l'Ordre des avocats, vous allez le voir, a tenu un procès fictif qui avait pour thème la défense des enfants en conflit avec la loi à la salle de la Cour d'appel d'Abidjan. Abou Sanogo, témoin pour RTI 1. Le barreau des avocats s'ouvre au grand public. Les hommes et les femmes en toge offrent des consultations et plaidoiries gratuites. Objectif, être proche des justiciables. On avait d'abord peur de les approcher. Ils m'ont bien reçu et je suis très content, je suis très satisfait. Il faut tout de suite consulter un avocat pour éviter de tomber dans ce que vous ne savez pas en fait, pour éviter pas mal de choses. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est encore plus important même d'avoir un avocat quand on a les moyens. Outre les consultations et plaidoiries gratuites, un procès fictif dans la grande salle de la Cour d'appel d'Abidjan pour démontrer le savoir-faire oratoire de l'avocat. Un thème, la défense des enfants en conflit avec la loi. À la barre, un jeune homme âgé de 14 ans, chef de gang, poursuivi pour les faits de vol en réunion et de coups et blessures volontaires, défendu par un bâtonnier opposé à un avocat pour la partie civile. L'Ordre des avocats veut, à travers ce thème, impulser une réflexion sur le sort de ces enfants. On ouvre un vrai sujet de réflexion sur un vrai sujet de société. Et puis l'avantage, c'est également de voir que, oui, il y a des avocats compétents dans ce pays qui peuvent répondre à toutes les questions et qui ne sont pas indifférents à ce qui se passe dans la société. Qu'on ait les moyens ou pas, on a toujours accès à un avocat, soit au titre de l'assistance judiciaire, soit parce qu'on a les moyens d'en payer un. Si on n'a pas les moyens d'en payer, l'État, qui garantit le libre accès de la justice à tous et l'égalité de tous devant la justice, commet des avocats pour assister ceux qui n'ont pas les moyens de s'en commettre un. L'avocat acteur de développement, thème de la semaine de l'avocat qui s'achève ce vendredi avec la rentrée de la conférence du stage. Voilà, des inspecteurs du travail en fin de formation ont prêté serment mercredi dernier. C'était au tribunal de première instance du plateau, une étape décisive avant leur mise en stage. Mais quel est le rôle de l'inspection du travail? Qui peut la saisir et à quel moment? Élément de réponse avec Fidèle Aigné et Grace Kando. Comptable dans une entreprise de la place, Lucas a été limogé sans préavis. Il s'est dit victime d'une injustice et décide de saisir l'inspection du travail du plateau en vue de réclamer ses droits. Une fois sa plainte enregistrée, il est conduit chez l'inspecteur du travail. Après un entretien, une convocation lui est remise pour son employeur. Une procédure qui vise à concilier les deux parties. Nous prenons le temps d'écouter la personne, mais nous n'allons pas nous faire tout de suite une idée, une opinion définitive sur le dossier. Donc il faut inviter l'autre partie, notamment l'employeur, à la conciliation. La conciliation étant une séance de confrontation des différentes versions afin d'être situé définitivement sur la nature du problème. Les inspecteurs du travail ont pour mission de veiller au respect du Code du travail, de la promotion de la santé et de la sécurité au travail, mais surtout de gérer les conflits et inciter au dialogue social. On travaille plus avec le privé. C'est dans le privé que nous voyons les infractions. On est devenu gestionnaire des conflits par la faute des choses. Sinon, notre rôle premier, c'est le contrôle, c'est d'aller en entreprise et voir les infractions, les relever et interpeller les parties pour qu'ils puissent corriger. 2 médecins, 4 attachés du travail et 22 élèves inspecteurs du travail des 53e promotions de l'École nationale d'administration ENA prêtent serment. Faisant désormais partie du cercle des inspecteurs du travail, ils ont été exhortés par la tutelle à bien assurer leur mission. Il nous faut des techniciens aguerris, intègres et engagés dans toutes nos disciplines qui sont le travail, l'emploi et la protection sociale. Qu'à la hauteur des attentes de nos populations ne serait souffrir du laxisme
ou de la négligence de ses agents. La prestation de serment est une étape indispensable avant leur mise en stage. Et le reste de l'actualité nous conduit au Kenya et en R2 Congo. Le président Joseph Kabila a rompu le silence après 5 ans. Il s'est exprimé face à la presse. Le reportage de Gabriel Zani. Au Kenya, l'opposition conteste toujours la victoire d'Oururu Kenyatta. Ce vendredi, la coalition NASA a dévoilé tous les résultats, bureau par bureau, de la présidentielle d'août dernier. Des résultats provenant des serveurs informatiques de la commission électorale et qui montrent, selon l'opposition, que c'est Raila Odinga qui est vainqueur de la présidentielle. Au Kenya, on attend toujours la prestation de serment de Raila Odinga, une prestation prévue mardi prochain. En RDC, le président Joseph Kabila rompt le silence. Il s'est exprimé à Kinshasa 5 ans après sa réélection. Dans sa déclaration, Joseph Kabila est revenu sur la situation au Kasaï. Il a dénoncé aussi ses opposants qui, selon lui, font barrage à l'émergence de la démocratie du pays. Le président congolais a répondu à ses détracteurs et s'est voulu rassurant sur le processus électoral qui est résolument engagé. Un gigantesque incendie a ravagé ce vendredi un hôpital en Corée du Sud, faisant une quarantaine de morts selon les autorités. Le pire sinistre qu'ait connu le pays depuis une décennie. Environ 130 personnes ont été blessées dans la catastrophe qui survient à quelques semaines de la venue dans le pays de milliers d'athlètes et de visiteurs étrangers à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. C'est à la Corée du Sud que nous refermons ce 20h supervisé par Hugues Aveblé. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain, 20h.